Bonsoir. Bonsoir Jessica. Bonsoir. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît ainsi que l'association Vivre? Alors, Jean-Marie Floreux, je suis vice-président de l'association Vivre. Laure Tarrer, donc membre du conseil d'administration. Patricia Châtenay-Rivaudet, présidente de l'association Vivre. Cette association a été créée en décembre 2018 avec comme objectif de pouvoir défendre les droits des personnes victimes de l'empoisonnement par les biocides, particulièrement le chlordécone et aussi de toutes les pollutions existantes sur le territoire de la Guadeloupe. Quel est l'objectif de l'action en justice que vous venez de lancer contre l'État? Alors cette action en justice, elle vise à reconnaître la carence de l'État dans la gestion à la fois de l'autorisation de mise sur le marché, de l'homologation qui ensuite a eu lieu, et ce depuis donc 1972 jusqu'aux dérogations par ailleurs non respectées, et faire en sorte que cette carence puisse justifier une indemnisation du fait d'un préjudice moral d'anxiété lié à notre exposition, les Martiniquais, les Guadeloupéens et plus un certain nombre de personnes extérieures aux Antilles qui ont été exposées à ce pesticide, à cette molécule, depuis 1972. Et pourquoi vous êtes-vous associé au CRAN pour cela, le Conseil représentatif des associations noires? En fait, depuis la réflexion que nous avions au sein de l'association, c'est d'internationaliser justement la défense de ces droits-là. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a depuis déjà plus de 20 ans de nombreuses associations qui sont dans cette lutte, qui sont justement qui sont dans ce combat-là et qui ont resté en justice, que ce soit au niveau pénal, que ce soit dans des procédures judiciaires individuelles. Il y a pas mal d'actions qui sont en cours et d'autres qui sont éteintes. Et donc nous avions réfléchi parce que dans nos statuts, nous avons donc un point qui est précis là-dessus. Le statut dit justement, après investigation, de pouvoir décider quelle stratégie à mettre en place au titre de l'action judiciaire. Et donc c'est pourquoi, après avoir réfléchi, rencontré différents experts, nous avons choisi donc l'action collective conjointe et en fait nous avons contacté d'autres associations au niveau national et l'objectif c'est vraiment l'internationalisation, d'où le CRAN. Donc nous avons pris cette décision de contacter le CRAN pour porter au niveau national et européen, puisque le CRAN aussi est au niveau européen, cette action avec nous. Alors votre stratégie, votre action repose sur la question du préjudice moral et d'anxiété. De quoi s'agit-il exactement et en quoi cette notion est-elle le reflet des questionnements de vos adhérents? Le préjudice moral et d'anxiété est un préjudice qui fait partie du cadre légal de la loi. Et en fait, c'est pour nous, transposer le droit administratif et particulièrement être en parfait accord avec ce que nous disent nos adhérents, ce que nous disent les sympathisants, ce que nous disent les personnes qui ont vu partir les leurs, ont vu mourir leur famille et ce qu'ils vivent actuellement. Pourquoi? Parce que quand vous avez une maladie métabolique, quelle qu'elle soit, vous ne savez pas l'origine. Alors le plus souvent dans cette affaire de scandale, c'est un scandale, dans cette affaire de scandale d'empoisonnement, qui est devenu un crime d'État selon les dernières régulations, il y a le refus de reconnaître le lien de causalité. Mais quand vous êtes malade, quand vous avez subi de l'épandage aérien, quand vous avez subi et vous avez travaillé dans le monde agricole et que vous êtes malade, vous ne savez pas d'où ça sort. Et l'autre point, c'est que quand vous êtes malade ou quand vous ne l'êtes pas, avec toutes les informations anxiogènes qui sont données par les organismes, les instances françaises, concernant les pollutions, et particulièrement le chlordécone, forcément, vous êtes dans une situation d'anxiété permanente. Et nous venons de vivre dans cette commission d'enquête parlementaire des révélations qui n'ont fait que multiplier ce niveau d'anxiété. Et donc particulièrement ceci doit être d'une façon ou d'une autre défendu
doit être indemnisé et notre action collective conjointe, c'est dans le droit fil. Alors justement, au mois de février, par exemple, nous avons lancé une pétition qui atteint aujourd'hui un peu plus de 10 000 signataires, ce qui montre bien qu'il y a donc cette espèce de questionnement. Il y a donc ce préjudice d'anxiété parce que les gens commencent véritablement à se sentir concernés, à chercher à comprendre et ils veulent obtenir des réponses. Donc à travers cette pétition, nous voyons à quel point cela correspond à la demande sociale. Lors de votre audition à la commission d'enquête parlementaire, vous interrogiez la manière dont le plan Chlordécone 4 est actuellement en cours d'écriture. Comment travaillez-vous avec les services de l'État sur le sujet et quels points souhaiteriez-vous voir inscrits à ce futur plan? Nous allons vous répondre, Jessica, que nous-mêmes nous posons la question à ce jour. Pourquoi? Parce que quand nous avons créé cette association en décembre 2018, nous avons sorti en janvier une lettre ouverte à toutes les instances qui gèrent en Guadeloupe ou qui ont une décision de gestion et de protection sur les pollutions. Et donc, nous avons envoyé un courrier au secrétariat de Mme Valérie Denus, en sa qualité de directrice générale de l'ARS, afin de pouvoir la rencontrer à ce sujet. À ce jour, nous avons d'abord été invités et ensuite nous avons été injectés de façon assez méprisante. Et donc, nous avons déjà écrit à ce sujet. Et lors de la commission d'enquête parlementaire, quand on nous a posé la question, nous avons de nouveau alerté la commission d'enquête parlementaire sur le déni de démocratie participative et représentative de certaines instances publiques. Et donc, d'où l'ARS. Donc, jusqu'à ce jour, nous ne sommes toujours pas, et comme d'autres associations, puisque nous avons entendu d'autres associations le dire, nous ne sommes toujours pas inclus dans les groupes de travaux, nous sommes quasiment boudés, nous ne savons même pas pourquoi. Alors, pour ce qui est des propositions que nous avons faites à la commission d'enquête parlementaire sur l'élaboration du plan Chlordécone 4, elles sont sur plusieurs axes. D'abord, l'état précis de la contamination des populations n'est pas connu, nous n'avons que des estimations. Et la seule façon d'avoir des données fiables, c'est d'avoir un dépistage le plus large possible, non seulement du chlordécone, mais aussi d'autres perturbateurs endocriniens dont il faudra aussi étudier l'effet cocktail, mais au moins avoir cette possibilité de dépistage prise en charge, bien entendu, par la solidarité nationale, ce qui suppose que la loi de financement de la sécurité nationale puisse être donc modifiée. Ensuite, nous ne savons toujours pas comment éviter le chlordécone, puisque sa cartographie dans les sols et puis également la présence dans les eaux ne sont toujours pas connues avec une précision suffisante. Donc là encore, il n'y a pas de miracle, il faut simplement des analyses en plus grand nombre, et ça veut dire des budgets sans aucune commune mesure avec ceux qui ont déjà été alloués à cette problématique depuis le premier plan chlordécone, c'est-à-dire une trentaine de millions d'euros, là où aux États-Unis, on est sur 2 milliards d'euros en l'espace de quelques années seulement. Et puis, de façon plus large, comme nous sommes face à un scandale sanitaire d'ampleur, comme Lubrizol, comme l'amiante ou comme le sang contaminé, il faut un accompagnement des populations, qu'il s'agisse d'accompagnement scolaire, pour que les plus jeunes sachent ce qui s'est passé, et d'accompagnement également psychologique, qu'on soit malade ou qu'on ne le soit pas. Patricia, Laure, Jean-Marie, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.